Madame, monsieur, préparez vos passeports. C'est parti pour notre grand voyage hebdomadaire. Et cette semaine, 2 ans, jour pour jour. Après la tragédie de Charlie Hebdo, nous allons souhaiter mettre à l'honneur la presse contestataire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais au-delà de nos frontières, vous le savez, c'est le principe même de cette séquence. Dans quel pays la liberté d'expression est-elle un combat de tous les jours ? Quels sont les principaux journaux satiriques ailleurs dans le monde et comment survivent-ils face à des gouvernements plus ou moins oppressants? Alors c'est ce que nous verrons avec nos 4 correspondants du jour et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Pour cette revue de presse internationale, nous avons fait appel à Marc de Chalvron qui nous emmènera à Abidjan en Côte d'Ivoire, Nicolas Bertrand à droite en haut qui a fait le déplacement au Bangladesh, Sylvain Le Petit avec qui nous irons en Jordanie, enfin Sandrine Mercier qui donne rendez-vous à Barcelone. A tout de suite, madame, messieurs, on rejoint Marc de Chalvron d'abord pour voir comment se porte la presse satirique en Afrique francophone pour commencer. Et pour nous en parler, Marc, vous avez choisi un pays en particulier, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour quelle raison ? Oui, William, on vous emmène effectivement en Côte d'Ivoire cette semaine, tout simplement parce que c'est le pays d'Afrique de l'Ouest qui a la presse la plus dynamique. Imaginez un peu entre les mensuels, les quotidiens, les hebdomadaires, on compte plus de 60 titres, c'est considérable. Et c'est une presse qui n'a pas toujours eu bonne presse, entre guillemets. Vous le savez, la Côte d'Ivoire sort d'une guerre civile qui a duré 10 ans et les journaux ont souvent soufflé sur les braises, attisé les tensions. C'est que les journaux ivoiriens, en fait, sont presque systématiquement adossés à des intérêts partisans politiques. Mais il y a un titre qui fait entendre une voix différente, qui est véritablement indépendant, c'est le journal Gbiche. C'est un journal de bande dessinée, satirique, un peu le Charlie Hebdo ivoirien, car les Ivoiriens aiment avant tout rire d'eux-mêmes. Regardez ce reportage d'Antoine Husser et Sylvain Barral. Il y a Zekina, le garçon bagarreur, qui fait régner la terreur dans le quartier. Toujours affublé de son animal domestique, une petite tortue elle aussi très nerveuse. Et puis, il y a Voaz, un autre personnage bien connu des Ivoiriens. C'est un voisin très encombrant, très amusant, et je ne souhaite ce voisin à personne, en tout cas. Ils sont une dizaine de dessinateurs chaque semaine à chercher la bonne formule avec leurs personnages pour faire rire leurs concitoyens. Gbiche, c'est le titre du journal. Et en conférence de rédaction, ce sont très souvent les tracas du quotidien qui sont choisis pour faire les gros titres. Alors on dit quoi ce matin? En cette période de fête, la frénésie des cadeaux, évidemment. Mais le 31 là, c'est là on voit qui aime qui vraiment. C'est en riant toujours que Gbiche s'attaque aux dirigeants politiques, aux religieux de tous bords, et même aux militaires avec une liberté de ton qui peut rendre jaloux les autres journaux du pays. Il y a pas mal de dessins qui trottent dans vos têtes. Je pense que ça serait pas mal quand même qu'on les fasse sortir. Sans attendre, les dessinateurs se mettent à leur crayon avec l'idée d'appuyer là où ça fait mal. Les policiers de nos jours, quand ils sont sur la route, se permettent de soutirer de l'argent aux gens. Ouais, c'est mon rôle en fait. Dénoncer, mais dans l'humour. Dans un pays qui sort de 10 années de guerre civile, les journalistes de Gbiche se sont découverts un sentiment de responsabilité. Nous, pendant le moment des crises, on joue le rôle de la colombe. Ça, voilà, on essaie d'être plutôt des crayons de la paix, plutôt que de remettre de l'huile sur le feu. À l'heure du bouclage, il faut faire vite. Le dessin qui fera la une doit être peaufiné, les bulles corrigées. Et enfin le studio pour la dernière étape, les couleurs. Avec 12 000 exemplaires, Gbiche est le deuxième plus gros tirage parmi les hebdomadaires du pays. Et dans les quartiers populaires de la capitale Abidjan, chaque jeudi, c'est la ruée vers les kiosques. Les unes des journaux sont affichées à chaque coin de rue et les lecteurs se retrouvent pour commenter la dernière édition. L'Ivoirien même, il parle même sa culture même, l'humour. C'est-à-dire que c'est pour dédramatiser un peu, la vie est vraiment un peu dure. Mais c'est avec ça, avec l'humour qu'on essaie de dédramatiser. Gbiche passe de main en main, se lit souvent en groupe. Plus qu'un journal, c'est un baromètre de la société ivoirienne. Parce que les citoyens, souvent, ils n'arrivent pas à pouvoir dire ce qu'ils pensent. C'est ces gens de caricaturistes-là qui disent ce que les Ivoiriens eux-mêmes pensent. Des caricatures qui animent la Côte d'Ivoire depuis plus de 17 ans et qui, à coup sûr, continueront à faire rire de nouvelles générations de lecteurs.
Ces caricaturistes ont un sacré talent. Donc, vous l'avez dit, Marc, c'est un peu le Charlie Hebdo ivoirien. Mais j'imagine qu'on ne peut pas rire de tout, ni de tout le monde. Oui, effectivement, William, il y a quelques limites à la liberté de parole. Ce sont des limites que le journal s'est imposé lui-même dans ce pays qui a connu récemment de vives tensions. On l'a entendu dans le reportage, les journalistes, les caricaturistes se sont fixés comme règle de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mais il y a également des tabous, comme le tabou de Dieu, car en Côte d'Ivoire, que l'on soit chrétien ou musulman, eh bien, on croit en Dieu. C'est un pays très religieux, alors on peut rire des hommes d'église ou des imams, mais on ne peut pas rire de Dieu et on ne peut pas caricaturer le prophète. C'est hors de question, tout simplement. Et puis, il y a de tabous du sexe, non pas que cette question pose un problème de société en Côte d'Ivoire, mais tout simplement parce qu'il y a parmi les lecteurs de Gbiche des gens qui sont très jeunes, voire des enfants. Donc, il s'agit de ne pas se couper d'une partie de son lectorat. Ouais, peut-être par pudeur aussi. Bon, est-ce qu'on retrouve ce type de presse dans les autres pays d'Afrique ? Oui, il y a bien quelques exemples plus ou moins similaires. Par exemple, au Burkina Faso, où il y a eu des tentatives également, au Sénégal, mais rien qui soit aussi parlant, puissant, populaire que le journal Gbiche en Côte d'Ivoire. En fait, c'est le seul journal satirique d'Afrique de l'Ouest qui soit viable économiquement et surtout indépendant. C'est sa marque de fabrique. C'est très rare en Afrique de l'Ouest où l'immense majorité des journaux est adossée à des intérêts politiques. En quelque sorte, la presse d'opposition en Afrique de l'Ouest, c'est la presse indépendante. Et le journal Gbiche en est certainement l'exemple le plus éloquent. Merci Marc, à très bientôt. Changement de rubrique et direction l'Asie du Sud maintenant, dans un pays où la situation de la presse est, vous allez voir, catastrophique. C'est le Bangladesh. Alors là-bas, tenez-vous bien, 40 éditorialistes ont été assassinés ces dernières années, simplement pour avoir osé s'exprimer, voilà. Nicolas, concrètement, ça veut dire que ceux qui contestent dans ce pays sont en danger de mort? Bonjour. Bonjour William, la réponse est oui, absolument. Exprimer une pensée différente ou aller à contre-courant au Bangladesh, cela peut tout simplement vous coûter la vie. Ils sont une quarantaine, des libres penseurs, des activistes ou tout simplement des blogueurs à avoir été tués pour avoir publiquement exprimé leur opinion. Le mode opératoire est toujours le même, ils se trouvent dans des espaces publics, dans leur maison d'édition ou bien tout simplement dans leur bureau. Et ils sont attaqués le plus souvent à l'arme blanche et violemment assassinés. Alors qui se cache derrière ces meurtres? Eh bien, c'est un groupe islamiste qui a revendiqué la totalité de ces assassinats. Ce groupe dit être en guerre contre les athées, contre les laïcs et plus généralement contre toutes les personnes qui disent du mal de l'islam ou bien des musulmans. Depuis 2013, ce groupe a dressé une liste des personnalités à abattre qu'il traque sans relâche. Nous avons rencontré deux de ces journalistes qui se trouvent sur cette liste. Regardez ce reportage. Il est signé Nabodita Komari, Thomas Donzel, avec un commentaire de Géraldine Lassalle. À quelques minutes du direct, Rupa Farzana se prépare. Combien de temps avant l'antenne? Elle est l'une des journalistes les plus connues du Bangladesh. Son émission n'hésite pas à aborder les sujets les plus controversés, comme l'intolérance religieuse ou les droits des femmes. Chose rare à la télévision, un espace de liberté. Au Bangladesh, les gens ne peuvent pas compter sur les hommes politiques. Ils ne font pas vraiment confiance à la police ou à l'administration. Il y a beaucoup de corruption. Les journalistes sont les seuls à qui les gens peuvent parler. Pour faire bouger la société, c'est le travail le plus utile. Dès que l'émission est terminée, elle est prête à partir. Il est 1h du matin. Il faut y aller. On y va. À la sortie du studio, deux policiers l'attendent pour l'escorter jusque chez elle. Les libres penseurs et les journalistes comme Rupa, mettant en cause le fondamentalisme religieux dans le pays, sont devenus les cibles des extrémistes musulmans. J'ai été menacée de mort, de viol collectif. Une fois, une bombe a été lancée sur notre bureau. Pour eux, nous sommes des cibles. Mais elle n'est pas la seule visée, sa famille l'est aussi. Mes enfants sont préparés au fait que leur maman a un travail risqué. Tout peut m'arriver. Nous les avons entraînés. Si quelque chose se passait à l'école, par exemple, ils savent ce qu'ils doivent faire.
Cela n'a pas toujours été aussi dangereux de penser librement au Bangladesh. Tout a changé en 2013. Lors d'une manifestation monstre, un groupe islamiste demande au gouvernement d'interdire la liberté d'expression et les médias anti-religieux. Cela finit par un appel au meurtre. Depuis, dans tout le pays, des blogueurs, des écrivains, des éditeurs, tous athées, ont été assassinés de sang-froid. Une quarantaine jusqu'à présent, seuls quelques-uns ont survécu à ces attaques. Radanipam Basu est l'un d'entre eux. Il y a un an, il travaillait à un nouveau livre avec 2 collègues quand des hommes masqués sont entrés dans leur bureau, des machettes à la main, et les ont attaqués. Il témoigne pour la première fois. Tout à coup, j'ai entendu mon collègue crier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et puis je l'ai vu dans une mare de sang. La pièce était dévastée, mais je n'en ai qu'un très vague souvenir. Il a été tailladé une douzaine de fois sur tout le corps. Aujourd'hui, il craint toujours pour sa vie. Il est terrorisé. Je ne sais pas si je peux élever mes enfants dans ce pays et leur permettre d'être libres et heureux. Je ne le sais pas. Mais je sais que je veux toujours écrire. Je le veux. Je veux être en sécurité dans mon pays et me sentir libre ici. Ses 2 collègues aussi ont survécu et ont fui le pays. Ranadipam, lui, a choisi de rester face à ceux qui ont voulu le réduire au silence, continuer à exprimer ses idées et sa plus belle revanche. Il a du courage, cet homme. Nicolas, on peut dire que les autorités se soucient fort peu de cette série de meurtres, non? Oui, tout d'abord, les autorités ont mis énormément de temps à réagir. Ce n'est qu'en juin 2016 qu'ils ont procédé à la première vague d'interpellations. 150 personnes ont été arrêtées, mais c'est plus de 3 ans après le premier assassinat. Et pour tout vous dire, la police et la justice du Bangladesh semblent bien incapables de mettre la main sur les commanditaires de ces meurtres. Alors au niveau de la population, c'est vrai, tout le monde ici nous dit être opposé au meurtre de ces blogueurs et de ces journalistes, mais que ceux-ci doivent tout de même s'abstenir de dire du mal de l'islam et de la religion en général. Donc la liberté d'expression ne semble pas être une priorité au Bangladesh, ce qui explique aussi en partie l'inaction des autorités. Ouais, mais Nicolas, j'imagine qu'il y a, du coup, à cause de tout ce que vous dites, de moins en moins de personnes qui osent s'exprimer au Bangladesh. Oui, tout à fait, William. Il y a d'abord tous ceux qui ont été assassinés et dont nous venons de parler. Il y a ensuite tous ceux qui ont choisi de s'exiler à l'étranger pour échapper aux menaces. Et puis ceux qui sont bel et bien restés au Bangladesh, mais qui ont choisi l'autocensure pour se protéger eux-mêmes, mais également pour protéger les membres de leur famille. Et cela se comprend. Donc il y a toute une série de publications qui ont été tout simplement stoppées ou bien suspendues. La liberté d'expression dans le pays est en net recul. Le Bangladesh se classe 144e sur 180 au classement de Reporters sans frontières. C'est le pire classement de toute l'histoire du pays. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt. Petite pause chez nous maintenant avec notre spécialiste du web. On va voir si la presse contestataire s'exprime aussi sur le digital, parce que aujourd'hui, Julia, tous les journaux papier ont leur version sur le net, non ? Tout à fait, c'est exactement ça. 66% aujourd'hui des Français, soit à peu près 34 millions d'individus, lisent au moins une marque de presse en version digitale, donc ordinateur, téléphone portable ou tablette. Alors après, sur le web, vous allez trouver les purs players d'information. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des médias qui n'existent que sur le support web. Ils tentent d'inventer un certain nouveau journalisme en ligne. Ils sont éloignés des contraintes de productivité habituelles des grands médias en général. Donc ils ont choisi un modèle gratuit qui va être financé par la publicité, qui va permettre une certaine autonomie, une certaine indépendance, une certaine liberté de ton. Et du coup, les audiences sont bonnes. Alors, ils s'appellent Huffington Post, Atlantico, Slate ou encore Mediapart. Alors, un autre qui connaît une très très belle audience et qui est extrêmement plébiscité par les internautes, c'est Logographie. Alors, en plus d'être complètement contestataire, il est impertinent, il est insolent, satirique complètement. Logographie, c'est un anagramme
programme du Figaro. Il est complètement parodique. Il a été créé en 2012 pendant la campagne présidentielle, juste pour cette campagne au départ. Et puis ça a tellement marché qu'il est resté sur la toile et aujourd'hui il connaît le succès qu'on sait. Et on voit, vous vous souvenez de Robert Marchand, c'était il y a 2 jours, là. Teddy Riner dans un état grave après son combat contre Robert Marchand. C'est ça, alors c'est purement parodique, hein. Ce ne sont que des informations totalement inventées. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'Internet est un média contestataire à sa manière ? On peut le dire complètement, vraiment, parce que Internet et les réseaux sociaux sont désormais utilisés comme des outils de débat, débat public, débat populaire, au service vraiment de l'expression, de la contestation et de la démocratie. Alors Facebook, Twitter, pour ne citer que vraiment les plus connus, eh bien, par le biais de certains événements, de certains groupes et de certains hashtags, vont vraiment permettre aux gens de s'exprimer. Il suffit de revenir sur les événements des 10 dernières années, William, comme le printemps arabe, pour comprendre que ces mouvements révolutionnaires sont nés vraiment en partie sur la toile. Ils ont joué un rôle clé dans la naissance, dans l'émergence, mais aussi dans la diffusion de ces mouvements populaires. Et c'est aussi comme ça que les médias étrangers ont pu avoir les informations et les images pour parler de ces événements. Alors après, il suffit aussi évidemment de voir comment la censure est exercée dans certains pays sur le web pour comprendre qu'il est dangereux et malvenu pour certains régimes totalitaires. Alors après, on peut citer la censure de la Chine ou la censure de la Russie pour comprendre que vraiment, ils ont censuré le web. Alors on sait qu'en Chine, les sites internet étrangers sont tous interdits, sauf dans certaines zones touristiques comme à Shanghai. Et on sait qu'en Russie, les médias sont beaucoup utilisés, réprimés entre guillemets sur le web. Donc c'est à suivre. On sait que le web est vraiment extrêmement contestataire dans certains pays. Oui. Puis tous nos compliments pour les flammes qui mettent le feu à l'info. Hein. Bah, c'est mon côté contestataire. Oui, c'est ce que j'ai vu. Oui. Vous êtes en plein dans le sujet. Allez, pour la suite du périple Cap sur le Moyen-Orient, avec un autre modèle de journal. Alors, c'est moins contestataire, mais plus que jamais d'actualité. Vous allez comprendre pourquoi. Il nous a semblé utile d'en parler aussi. C'est un journal conçu par des réfugiés, pour des réfugiés, victimes de la guerre en Syrie. Notre correspondant Sylvain Le Petit les a rencontrés dans le camp de Zaatari, en Jordanie. Bonjour Sylvain. Bonjour William. En effet, la guerre en Syrie fait rage depuis bientôt 6 ans et le camp de Zaatari en Jordanie est devenu une prison à ciel ouvert pour des dizaines de milliers de réfugiés syriens. Un petit groupe d'entre eux a décidé de fonder son propre journal pour dénoncer mais aussi raconter leurs conditions de vie. Regardez ce reportage réalisé avec Julien Nativel. Nous sommes à 13 km de la frontière syrienne, dans le nord de la Jordanie. 80 000 personnes se sont installées dans ce qui est aujourd'hui le plus grand camp de réfugiés du Moyen-Orient. Kassem et Brahim ont dû arrêter leurs études à cause de la guerre. Depuis 1 an, ils sillonnent les baraquements en tant que journalistes. Bonjour madame, on vient de la part du magazine Al-Tariq. On nous a dit que vous cuisiniez très bien et on aimerait publier votre recette préférée. Je vous en prie, rentrez. Al-Tariq est le seul journal accessible dans le camp. Ce mensuel est écrit par et pour des réfugiés. Avant de commencer l'interview gastronomie, les journalistes en herbe découvrent les conditions dans lesquelles cette vieille femme traverse l'hiver. Hier, il a tellement plu que maintenant tout est humide. Regarde sous ce matelas, c'est trempé. C'est le toit qui est percé? Oui, on est là depuis près de 4 ans. Ce préfabriqué a vécu. Il est tellement abîmé que l'eau s'infiltre même par le sol. Un quotidien très dur que les créateurs du mensuel veulent dénoncer, mais aussi égayer, avec des articles positifs, comme aujourd'hui, ces conseils de grand-mère. Pour la purée d'aubergine, il faut mettre du citron. Un petit peu. C'est une manière de raconter comment nous vivions avant la guerre et ainsi de préserver nos traditions qui risquent de se perdre. Les réfugiés syriens comme Kassem ont l'interdiction de sortir du camp, que ce soit pour travailler ou étudier à l'université. J'adore apprendre, parce qu'ici, à Zaatari, il n'y a vraiment rien à faire. Donc c'est une chance pour moi de réaliser mon rêve et de me former au métier de journaliste. Avec les années, Zaatari est devenue une vraie petite ville, avec son centre et ses échoppes. Mais le camp reste coupé du monde. Impossible ici de trouver un autre journal. Dans l'artère principale, les jeunes journalistes distribuent gratuitement les 20 000 exemplaires du dernier numéro. J'aime beaucoup ce journal. Il nous informe des initiatives qui sont entreprises ici. Avant, on n'était pas au courant. Depuis sa création il y a 3 ans, l'équipe du magazine ne cesse de grandir. Ils sont aujourd'hui 120 bénévoles.
Toutes les semaines, les conférences de rédaction ressemblent à une classe de journalisme donnée par Ada, la fondatrice. Chacun prend un magazine et l'ouvre. Cette journaliste jordanienne veut enseigner à ces jeunes comment donner du sens à leur vie quotidienne en la racontant. C'est un moyen de donner aux lecteurs l'espoir d'un avenir meilleur. J'espère que quand ils reviendront dans leur pays, ils n'auront pas l'impression d'avoir perdu 3 ou 5 ans de leur vie. Un espace de liberté d'expression fragile. Financé par l'UNICEF et des donateurs privés, Al-Tariq est fréquemment menacé de fermeture, faute de budget. Merci beaucoup Sylvain, à bientôt. Retour dans l'Hexagone maintenant avec Patrice Romden, que vous connaissez, c'est le spécialiste de la revue de presse à Télématin. Et on va s'intéresser aux origines et à l'évolution des journaux satiriques dans notre pays. Pour commencer, Patrice, elle date de quand cette presse dite contestataire, contestatrice? Eh bien, William, la presse satirique apparaît en France lors de la Révolution de 1789, mais c'est à partir de 1830, avec la monarchie de Juillet, qu'elle va connaître un peu une forme d'expansion. Pourquoi la monarchie de Juillet? Parce que ça correspond à une période à peu près libérale. Je rappelle quand même que les journaux à l'époque sont pas mal développés parce qu'il y a eu la création de l'agence Havas, qui est l'ancêtre de l'agence France Presse en 1835, une agence qui utilisait des pigeons voyageurs pour informer ses abonnés. Et du coup, la presse satirique a profité de ce grand mouvement. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans ces journaux? On trouvait essentiellement des dessins. Alors pourquoi des dessins? Eh bien parce qu'à l'époque, les gens étaient majoritairement illettrés. Donc pour les toucher, il fallait effectivement dessiner. Et l'un des dessins qui a fait pas mal de bruit à l'époque, eh bien c'est ce dessin de Charles Philippon qui représentait le roi Louis-Philippe en poire. Et il a eu des problèmes avec ça ou pas? Oui, en fait c'est un peu le contraire. C'est parce qu'il a eu des problèmes qu'il a fait ce dessin. Je vous explique. En 1831, Charles Philippon se retrouve devant la cour d'assises, parce qu'il a fait une caricature où on représentait le roi Louis-Philippe en maçon, en train de replâtrer un petit peu les acquis de la Révolution. Et alors, coup de théâtre, pendant l'audience, il sort une feuille, un papier, un crayon, et il dit mais j'ai pas voulu caricaturer le roi. J'ai simplement dessiné un personnage et tout peut ressembler au roi, vous savez. Et là, il dessine une poire et ça ressemble au visage du roi. Il dit, regardez, même une poire peut ressembler au roi. Aïe, aïe, aïe. Et bon, il va quand même prendre 6 mois. Il prend quand même 6 mois de Ça prison. peut être pire. Mais le dessin va devenir extrêmement populaire. Il va être repris, amélioré, arrangé par un autre dessinateur, Honoré Daumier. Il deviendra extrêmement populaire. Et l'idée étant d'associer, on va dire, le régime à la poire, qui est un fruit qui pourrit quand même assez rapidement. Cela dit, c'est pas faux quand on voit le portrait du roi en question. 6 mois, ça va, ça aurait pu vraiment être pire. Où en est la presse satirique aujourd'hui en France? Alors en France, la presse satirique se résume essentiellement à 2 titres, Le Canard enchaîné et Charlie Hebdo. Alors le Canard enchaîné, 400 000 exemplaires tous les mercredis, un journal, on va dire, qui est ni de droite ni de gauche, qui conne sur tout le monde, notamment dans la page 2, qui regroupe tous les potins politiques de la semaine, anti-clérical, anti-militariste. Il y a des rubriques qui sont redoutées par les politiques, notamment le mur du son, c'est dit ON, vous voyez ce que je veux dire, qui épingle la déclaration la plus bête de la semaine. Et puis il y a aussi Prise de bec, le fameux portrait au vitriol qui est publié toutes les semaines. On le sait, les politiques se méfient du canard et ça peut aller loin, non? Ça peut aller jusqu'à la fameuse affaire des micros du canard en 73. Je vous raconte l'histoire. Et un dessinateur du canard se balade dans la rue, il passe devant ses bureaux, en fait. Et là, il regarde, il est tard, il voit de la lumière à l'intérieur. Et comme il connaît ses petits collègues, il dit non, de la lumière à cette heure-là, c'est pas possible. Non, il bosse pas à cette heure-là. Et en fait, c'était 2 agents de la DST, la direction de la sûreté du territoire, qui étaient en train de poser des micros parce qu'ils essayaient de savoir. C'est Watergate français. On voit des lumières dans un bureau le soir. Exactement. Et là, ils comprennent que ces agents mettent des micros pour essayer de savoir qui balance des infos au canard. Le canard qui les informe. Oui, qui les informe. Ils ont toujours voulu savoir. Alors, il y a eu un procès, la DST a nié, elle a obtenu gain de cause devant la justice, mais enfin, personne n'est dupe. Et c'est vrai que le canard publie des titres qui sont parfois extrêmement durs. Par ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez le naufrage du Concordia. À l'époque, le canard avait titré le commandant du Concordia se défend en disant pendant le sauvetage,
j'ai toujours eu les pieds sur terre. Effectivement, il était sur terre pendant que les gens étaient en mer. Alors, à la question, mais qui les informe? La réponse a été donnée par les patrons du Canard quelques années plus tard en disant tout le monde nous informe. Tout le monde, de droite comme de gauche. Alors, si on peut évoquer l'autre titre maintenant. Oui, parce que le Canard, son plus grand dessinateur, ce fut Cabu. Ah, et oui. Cabu est mort dans l'attentat de Charlie Hebdo. Et ça nous amène effectivement au second titre satirique français, Charlie Hebdo, alors que le journal No Limites, hein, qui se permet tout. Ça lui a d'ailleurs coûté extrêmement cher. Et le paradoxe, et j'en aurais fini avec ça, veut que ce journal ait connu son apogée au moment où il a connu son moment le plus tragique. C'est-à-dire que ce journal, au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, donc il y a 2 ans maintenant, a vendu 8 millions d'exemplaires alors qu'il n'avait que 10 000 abonnés. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Pour la fin du voyage, direction Barcelone, où se trouve le cousin ibérique de Charlie Hebdo, dont vient de parler Patrice Ramden. Alors, vous allez voir, même style provocateur, même liberté de ton. Alors, c'est quoi son petit nom à ce journal? Hola, Sandrine. Bonjour William. Le journal satirique espagnol s'appelle El Jueves, le jeudi. Et a pour slogan, le jeudi, la revue qui sort le mercredi. Voilà, ça vous donne une petite idée de leur humour décalé. La revue est née ici, à Barcelone. Leur rédaction est d'ailleurs derrière moi, à côté de l'emblématique Tour Akbar, que vous apercevez sûrement. Pourquoi ici à Barcelone? Eh bien parce que le journal, oui ça c'est sûr, le journal est né ici, juste après la dictature de Franco en 1977 et il valait mieux pour critiquer le pouvoir, s'éloigner de lui, donc quitter Madrid. Aujourd'hui, l'hebdomadaire compte 1500 numéros et va fêter ses 40 ans. Je vous laisse William le feuilleter comme nous l'avons fait avec Marion Touboul, Jean et Joseph Gordillo. Je déteste Noël. Avec cette couverture, la revue satirique El Jueves donne le ton. Sur le sapin, le Père Noël, les rois mages et le roi d'Espagne sont dessinés pendus aux branches. Et dans un pays très catholique, cette une ne passe pas inaperçue. Certains adorent. Ils attaquent les politiques, tout le monde en fait. C'est ce que j'aime. Ils disent les choses franchement. D'autres détestent, surtout quand l'Église et la monarchie sont ainsi critiquées. Cette revue a peut-être sa liberté, mais tant qu'elle manque de respect, ça reste un torchon pour moi. Quel humour? C'est quoi cet humour? Dessiner le roi pendu? Vous trouvez que c'est de l'humour? Ce n'est même pas de l'humour noir. El Jueves ne laisse aucun Espagnol indifférent. Et c'est comme ça depuis sa création il y a 40 ans. C'est ici, à Barcelone, que cette revue satirique voit le jour en 1977, juste après la dictature de Franco. À cette époque, la liberté d'expression est encore fragile, mais la bande dessinée et la caricature facilitent les critiques contre le pouvoir. À notre grande surprise, pour beaucoup de lecteurs, le journal est devenu une autre manière de s'informer de l'actualité. On est une revue très critique avec le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement de droite, les pouvoirs financiers, économiques, traditionnels, conservateurs, etc. Guillermo a signé plusieurs de ces unes. Si certaines ont été censurées durant la période post-franquiste, il faudra attendre 2007 pour que la censure frappe à nouveau avec cette caricature du prince Felipe en plein débat sexuel. Le journal, saisi par la justice pour injure à la couronne, sera retiré des kiosques. Ça a été un scandale mondial. Et au final, ça s'est plus retourné contre eux que s'ils n'avaient rien dit. Je crois que cela a été une leçon pour eux. Désormais, avant de déposer plainte, ils réfléchissent à 2 fois. Ils préfèrent souvent laisser tomber, plutôt que de subir un plus grand préjudice. Bousculant le pouvoir en place et s'attaquant au tabou, ces dessinateurs et scénaristes ont contribué à imposer à coups de crayon la liberté d'expression à la jeune démocratie espagnole. Et s'ils sont parfois décriés, ils ne se sentent pas pour autant menacés. Ils sortent sans protection, contrairement à certains auteurs de Charlie Hebdo. Nous n'avons pas caricaturé Mahomet plus que ça, car nous pensons que ce qui influence la société ici ne sont pas les musulmans, mais les catholiques. Et comme les bons catholiques pardonnent toujours, nous ne nous sentons pas menacés. Il y a 2 ans, la revue avait rendu hommage à leurs collègues de Charlie Hebdo. El Jueves fêtera cette année ses 40 ans. Plus que jamais, le petit bouffon, emblème du journal, veut pouvoir rire et se moquer de tout. Sandrine, pour terminer, là, nous sommes en 2017 depuis peu de temps. Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout Théoriquement,
Oui, dans ce pays, parce que vous avez parlé dans le reportage des politiques, de la famille royale, c'est encore vrai? Oui, c'est encore vrai, William. On est censé pouvoir rire de tout ici, en Espagne. En tout cas, il n'y a plus de censure depuis longtemps. Pour autant, la presse se censure elle-même, avec beaucoup de politiquement correct. Le politiquement correct gagne du terrain ici. Donc, ça a été le cas avec la revue El Jueves. D'ailleurs, il y a 2 ans, pour l'abdication de Juan Carlos, le journal devait mettre en une un dessin de Juan Carlos transmettant la couronne nauséabonde à Felipe. Cette une a été autocensurée. En fait, ils avaient peur des représailles, donc ils ont changé au dernier moment. Cette revue, elle n'est pas sortie en kiosque. Beaucoup, du coup, des dessinateurs ont crié au scandale et 18 dessinateurs, dont le directeur, ont démissionné. Alors, donc, pour conclure, la liberté de la presse est un petit peu mise à mal en Espagne? C'est sûr, hein, William, que si l'on s'en tient aux chiffres, l'Espagne, pour un pays démocratique et européen, n'est pas vraiment une référence. Dans le classement de Reporters sans frontières, le pays a d'ailleurs perdu une place et il a rétrogradé à la 34e position mondiale à cause d'une nouvelle loi, surnommée ici la loi du bâillon. Elle ne fait pas du droit à l'information un droit fondamental, elle autorise aussi les surveillances des citoyens et de la presse avec des amendes à la clé, notamment en cas d'appel à manifester. Et puis, il y a eu un autre coup dur porté à la presse espagnole, la crise économique. Entre 2008 et 2014, 354 médias ont fermé et près de 12 000 journalistes ont perdu leur travail en Espagne. Oui, évidemment, il y avait ça aussi. Merci Sandrine, à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Madame, monsieur, fin de la revue de presse. Merci à nos 4 correspondantes de nous avoir fait découvrir ces journaux plus ou moins contestataires au-delà de nos frontières. La semaine prochaine, on change de registre. Les antidéprimes seront à l'honneur. Comment nos voisins, proches ou lointains, font-ils pour éradiquer les coups de blues? Y a-t-il des recettes miracles, des potions magiques? Ou y a chez eux peut-être des gourous du bonheur? Bref, quelles sont leurs techniques pour voir la vie en rose? Et ben, vous allez voir, à chaque pays ses méthodes, et elles sont parfois extrêmement surprenantes. Rendez-vous donc samedi prochain pour une cure de bonne humeur. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve lundi, j'espère, avec vous. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est le petit bonus du jour. Bon week-end.